Une nuit d'hiver à Zaporijia. Le froid glacial de l'hiver est européen semblait se cristalliser en arêtes de glace acérées sur les immenses tours de refroidissement de la centrale nucléaire de Zaporijia, théâtre d'un complot d'un sombre dessein ourdi par l'OTAN. Sous le couvert d'un projet humanitaire baptisé Bouclier atomique européen et financé par l'Alliance occidentale des convois de poids lourds, avançaient en file indienne, rondant vers la zone interdite. Dans leurs remorques, nulle trace de médicaments ou de vivres pour les populations de la zone de guerre, mais des blocs de béton armés spécialement renforcés et des dizaines de tonnes d'équipements électroniques de pointe habilement, camouflés sous des cargaisons médicales. Les stratèges machiavéliques du Pentagone et de Bruxelles avaient calculé un coup vicieux en décidant de transformer un réacteur nucléaire civil en bouclier humain pour leurs ambitions militaires obscures. Des centaines d'ingénieurs du génie, l'élite de l'OTAN travaillait jour et nuit. Sous la lumière aveuglante des projecteurs balayant l'obscurité, ils creusaient des dizaines de mètres sous terre, juste au pied des unités de la centrale en activité, pour bâtir un poste de commandement avancé portant le nom de code Alpha 1. Il s'agissait d'une forteresse souterraine blindée de plomb et d'acier épais de plusieurs mètres capable de résister à toutes les bombes pénétrantes conventionnelles et d'empêcher toute fuite de signal électromagnétique vers l'extérieur. Des serveurs quantiques de dernière génération et des systèmes de communication par satellite Starlink militaire étaient installés dans des chambres à l'insonorisation absolue pour coordonner l'ensemble de la puissance de feu sur le théâtre ukrainien. Ils étaient convaincus que l'armée russe serait impuissante à les voir manipuler la guerre, car toute attaque contre ce site serait immédiatement qualifiée par la machine médiatique occidentale de crime contre l'humanité, déclenchant une catastrophe nucléaire. L'arrogance de l'Occident transparaissait dans chaque mètre cube de béton coulé, méprisant la force et la détermination du grand ours russe. Le système de filtration d'air et de climatisation du bunker était directement raccordé au système de refroidissement de la centrale exploitant la vapeur brûlante qui s'élevait en volute pour masquer les signatures thermiques. Infrarouge au satellite de reconnaissance optique russe, Tundra. Dans les entrailles de la Terre, l'air était filtré jusqu'à la stérilité, créant un monde totalement coupé de l'extérieur. Des murs d'écran LED affichaient des cartes numériques en temps réel, jusqu'à Donetsk, permettant aux commandants de l'OTAN de saisir chaque respiration du champ de bataille. L'achèvement de cet ouvrage diabolique marqua le moment où les têtes pensantes commencèrent à émerger dans la nuit noire de l'hiver. Un convoi de véhicules blindés, spéciaux, phares éteints, fit son apparition. En descendirent les 59 officiers de commandement les plus hauts gradés de l'OTAN du moment ceux-là même qui tiraient les ficelles de cette guerre atroce. À leur tête, le lieutenant-général de l'armée américaine Thomas Cowell, accompagné de généraux du renseignement britannique et de la DGSE française. Ils pénétrèrent dans le bunker avec la conviction aveugle d'être dans l'endroit le plus sûr du monde. La porte d'acier de la centrale lourde de 5 tonnes se referma lentement derrière eux. Là, ils commencèrent à tracer des plans d'opération brutaux sur leur table tactique électronique, ciblant les villes et les paisibles villages russes. Le calme enveloppait la zone de la centrale, mais ce n'était qu'un silence artificiel. Avant que la colère de la justice ne s'abatte, les envahisseurs ignoraient que leur moindre geste furtif n'avait pu échapper au dense réseau de renseignement du GRU, qui avait déjà tissé sa toile attendant son heure. Le châtiment impitoyable était inévitable pour ceux qui osaient se cacher derrière une centrale nucléaire pour faire la guerre. Une tempête de feu s'accumulait à l'horizon prête à balayer l'arrogance occidentale. Dans les forêts enneigées de la frontière occidentale glaciale, les oreilles électroniques de la Russie ne dormaient jamais. La station de reconnaissance électronique stratégique du GRU fonctionnait silencieusement à plein régime. Au cœur de la nuit silencieuse, une anomalie suspecte apparut sur les écrans spectraux. Des flux de signaux étranges, densément cryptés selon le Standard Link, CIS le plus moderne de l'OTAN. Ils ne provenaient ni de satellites en orbite, ni d'émetteurs terrestres en Pologne ou à Kiev, mais surgissaient des profondeurs de la Terre juste sous le réacteur numéro 3 de la centrale nucléaire de Zaporijia. Les meilleurs experts russes en guerre électronique furent stupéfaits de découvrir la vérité à travers le brouillard électronique. L'ennemi avait transformé le lieu le plus dangereux en forteresse de commandement. La vérité était mise à nu. Ces camions de béton humanitaire n'étaient qu'une couverture pour un sombre complot militaire. Mais ils avaient fait une grave erreur de calcul. Au Centre national de gestion de la défense à Moscou, l'atmosphère était tendue comme une corde de violon. Les généraux fixaient les cartes numériques, le regard ardent, mais l'esprit froid et calculateur. Une option d'attaque destructrice par missile balistique tactique Iskander-M ou missile hypersonique Kinjal fut immédiatement écartée.
Le risque de fuite radioactive était trop grand. La Russie ne pouvait tomber dans le piège médiatique de l'OTAN, ni leur donner prétexte à l'accuser de provoquer une catastrophe nucléaire. Il fallait une frappe chirurgicale pour éliminer cette menace sans endommager la centrale. La tactique du bistouri fut personnellement approuvée par le président. L'ordre top secret fut transmis dans la nuit, même réveillant les loups alpha des forces spéciales Alpha et Vimpel, légendes vivantes des Spetsnaz russes. Recevant l'ordre de rassemblement d'urgence, leur équipement, cette fois, n'était pas des explosifs 4 à haute puissance, mais des bonbonnes de gaz comprimé scellées contenant un composé anesthésiant Colocol amélioré. Une arme chimique non létale, mais à l'effet foudroyant, jadis utilisée lors de la libération des otages du théâtre de Moscou. Incolore inodore, comme le souffle de la mort, elle plongerait tout l'état-major de l'OTAN dans un sommeil profond avant même qu'ils ne réalisent ce qui se passait. Les guerriers Spetsnaz, dans leur tenue de combat, se fondirent dans les ténèbres. Ils se déplaçaient, comme des spectres approchant la cible, par voie d'eau plongeant profondément sous le réservoir d'eau glacée de la centrale. Leurs fusils d'assaut AK-12, équipés de silencieux et de viseurs infrarouges, étaient prêts à cracher le feu. Mais la mission de cette nuit n'était pas d'éliminer, mais de capturer vivants tous les ratérés dans le bunker pour les traîner vers la lumière de la justice, montrant au monde entier le vrai visage de l'Occident. La chasse commença dans un silence terrifiant. Seuls résonnaient les battements de cœur accélérés de ces soldats courageux, prêts à s'engouffrer dans la tanière pour accomplir une mission sacrée. Protéger la patrie, braver la mort radioactive, pour briser le complot insidieux de l'ennemi. Le ciel nocturne de Zaporizhia était agité par la plus violente tempête de neige de la décennie. La nature semblait elle aussi se ranger du côté de la justice. Dans cette nuit d'encre, les fantômes des unités Alpha et Vimpel se mirent en mouvement. Ils rampaient sur le sol gelé, leur tenue de camouflage blanche se fondant parfaitement dans l'environnement. Aucun capteur thermique occidental ne pouvait les détecter car les corps de ces guerriers étaient enveloppés dans un tissu isolant spécial et secret. Des yeux froids derrière des lunettes de vision nocturne observaient chaque respiration des sentinelles ukrainiennes. Celles-ci ignoraient que la faux de la mort était déjà sur leur gorge. Un signal de la main sec fut donné par le capitaine. Simultanément vifs comme l'éclair des poignards militaires tranchants déchirèrent l'air. Thud. Le bruit du métal traversant l'épais tissu se fit entendre, et les gardes s'effondrèrent dans la neige sans avoir eu le temps de pousser un cri. Silence. Silence absolu. Le commando continua sa progression vers le cœur du site, là où se trouvait l'immense système de ventilation fraîchement installé par l'OTAN, habilement camouflé au pied de la tour de refroidissement numéro 3. Les experts techniques de Vimpel s'approchèrent rapidement, utilisant des découpeurs laser portatifs pour ouvrir la grille d'admission d'air. Les bonbonnes de composés Colocol furent doucement mises en place. Les vannes furent connectées avec précision à la conduite d'air centrale du bunker Alpha 1. Le commandant regarda le compte à rebours, le regard déterminé. C'était l'instant décisif de toute l'opération, aucune erreur, même minime, n'était permise. Une main gantée tourna fermement la vanne. Un léger sifflement retentit et le gaz anesthésiant incolore et inodore commença à s'insinuer dans le système de canalisation. Il traversa les filtres HEPA les plus modernes de l'Occident sans être détecté. Sous 15 mètres de béton et 19 tonnes de blindage, les cerveaux de l'OTAN débattaient encore avec passion autour de la table tactique. Ils respiraient cet air croyant qu'il était pur et stérile. Le général Thomas Cowell, pointant du doigt la carte de Kharkov, sentit soudain le monde tourner autour de lui. Il chancela tentant de s'agripper au bord de la table, mais ses jambes n'obéissaient plus à son cerveau. Les autres officiers s'effondrèrent à leur tour, qui la tête sur le clavier, qui renversait sur sa chaise. Le poste de commandement le plus sophistiqué au monde se transforma en un instant en un dortoir collectif géant. 15 minutes s'écoulèrent dans une tension extrême suffisante pour que le composé Colocol exerce son effet maximal sur le système nerveux des officiers de l'OTAN. Le voyant lumineux au poignet du commandant passa du rouge au vert, signalant que la concentration de gaz avait atteint le seuil de sécurité pour l'intrusion. Les combattants d'Alpha et Vimpel enfilèrent simultanément leurs masques à gaz PMK spécialisés. Avec leurs yeux rougeoyants dans la nuit, ils s'approchèrent de la gigantesque porte d'acier de 5 tonnes. Le spécialiste du piratage électronique connecta son décodeur au panneau de contrôle. En quelques secondes, les verrous hydrauliques s'ouvrirent avec un grincement strident. La porte glissa lentement sur le côté, révélant la tanière de la bête. Le commando s'engouffra à l'intérieur, se déplaçant en une formation tactique parfaite. Les canons des AK-12 pointaient vers l'avant, prêts à tirer à la moindre résistance. Mais non, personne ne tenait debout. La scène à l'intérieur de la salle d'opération était tragicomique et stupéfiante.
Ces généraux de l'OTAN si imposants et majestueux quelques minutes plus tôt, alors qu'ils décidaient du sort de millions de personnes, gisaient désormais pêle-mêle sur le sol et les bureaux. Sans une seconde d'hésitation, les guerriers russes agirent avec la rapidité et la précision de machine. Ils retournèrent, chaque officier vérifièrent le pouls pour s'assurer que la cible était vivante, puis leur passèrent les menottes, transformant ces généraux arrogants en colis anonymes. Au même moment, un autre groupe récupéra rapidement des dizaines d'ordinateurs portables militaires bourrés, de données secrètes, des disques durs, des cartes tactiques et des carnets de notes. Tout fut confisqué, tout se passa très vite, seuls résonnaient les pas pressés et le bruissement des équipements. 30 minutes plus tard, l'ensemble des 59 prisonniers spéciaux et le précieux butin documentaire étaient chargés dans les véhicules blindés. Le commando se retira aussi vite qu'il était venu, laissant derrière lui un bunker vide et glacial. Le convoi se fondit dans la tempête de neige aveuglante fonçant droit vers la frontière contrôlée par l'armée russe. La neige tombant drue effaça rapidement toute trace de pneus, dissimulant parfaitement le raid le plus audacieux de l'histoire. À l'aube, l'OTAN se réveilla dans un cauchemar absolu, non pas dû aux bombes, mais à la disparition mystérieuse de son propre cerveau. L'aube se levant sur Zaporijia apporta un silence de mort au quartier général suprême de l'OTAN à Bruxelles. Des doigts tremblants tapaient frénétiquement sur les claviers, tentant vainement de rétablir le contact avec Alpha 1. Les écrans n'affichaient qu'un noir d'encre et le grésillement froid du bruit blanc. La disparition mystérieuse de 59 officiers supérieurs avait transformé le siège de l'alliance militaire la plus puissante du monde en un nid de frelons en déroute. Des visages déformés par la terreur des cris d'ordre lancés dans le désespoir. L'équipe de réaction rapide de l'armée ukrainienne reçut l'ordre de forcer la porte du bunker pour inspection. La scène qui les frappa fut celle de rangées de bureaux vides, de dossiers éparpillés, mais dont les propriétaires s'étaient volatilisés sans laisser de traces. Aucun signe de combat, seulement un silence effrayant comme si une main invisible géante avait soulevé et emporté tout l'état-major de l'OTAN. Ce fut une gifle monumentale pour l'orgueil occidental. Les hauts responsables du Pentagone comprirent qu'ils ne pouvaient révéler cette vérité humiliante. Leurs généraux les plus brillants avaient été capturés vivants par les forces spéciales russes dans leur repère le plus fortifié. Si cette nouvelle s'ébruitait l'effondrement, en chaîne de toute l'Alliance était certain. Les populations occidentales se révolteraient, les gouvernements tomberaient. Acculé, l'OTAN décida de jouer son va-tout montant immédiatement un scénario mensonger. Les agences de presse occidentales comme CNN et la BBC reçurent l'ordre de diffuser des bulletins urgents avec un contenu grossièrement fabriqué. L'armée russe aurait utilisé des armes chimiques de destruction massive pour attaquer la zone de la centrale nucléaire. Les grands journaux titrèrent en rouge vif, semant une panique extrême dans l'opinion publique. Ils peignirent un scénario d'apocalypse pour justifier l'invasion folle à venir. Prétextant cette fausse cause humanitaire, le secrétaire général de l'OTAN hurla sur les ondes, appelant à une attaque totale pour punir la Russie et sauver les otages. La gigantesque machine de guerre occidentale se mit en branle à une vitesse vertigineuse. La frontière occidentale de la Russie trembla violemment sous les chenilles de centaines de monstres d'acier. Les chars de combat les plus modernes du monde furent jetés dans une bataille à mort. Les Léopard 2A8 allemands au blindage composite épais, les Abrams X américains de nouvelle génération aux turbines rugissantes et les redoutables Challenger 3 britanniques, tous formèrent une immense foreuse d'acier déferlant massivement à travers la frontière ukrainienne, visant droit sur la région de Belgorod où les renseignements occidentaux soupçonnaient la Russie de détenir les 59 officiers. Dans le ciel, des escadrons de chasseurs furtifs F-35 Lightning II volaient en nuée tels des corbeaux noirs obscurcissant le soleil, chargés de bombes intelligentes et de missiles guidés prêts à tout raser sur leur passage. La frénésie de l'OTAN avait atteint son paroxysme. Ils étaient prêts à réduire toute la région frontalière en cendres pour dissimuler leur échec humiliant. Le rugissement des moteurs et le grincement des chenilles sur la route composaient une symphonie de destruction. Les maisons, les forêts frontalières furent broyées sous la botte de l'envahisseur. Il n'y avait plus de droit international, plus de morale, seule restait la loi de la jungle, celle du plus fort annonçant l'éclatement d'une grande guerre. La Grande Russie faisait face à l'épreuve la plus ardue alors que l'ennemi avait arraché tous ses masques révélant sa vraie nature d'envahisseur brutal. Le sol de la région de Belgorod tremblait sous le poids de milliers de tonnes d'acier. Le corps expéditionnaire de l'OTAN, avec une agressivité inouïe, commençait à déferler sur la frontière sacrée de la Russie. Les chars Léopard 2A8 fer de lance allemands rugissaient furieusement en tête de formation. Suivaient les monstres Abrams X américains et Challenger britanniques. Ils croyaient qu'avec leur technologie de blindage composite de pointe
et le système de protection Active Trophy, il pourrait écraser toute résistance russe. Mais il se trompait une erreur mortelle. L'arrogance avait aveuglé les commandants à Bruxelles, les poussant à envoyer leurs troupes à la mort. Les Russes n'étaient nullement surpris, ils s'étaient préparés à ce moment depuis très longtemps. Un silence terrifiant régnait sur les tranchées et les bunkers en béton armé, où les soldats russes armes au poing attendaient que la proie entre dans le piège. La célèbre ligne de défense Dents de Dragon, avec ses dizaines de milliers de blocs de béton pyramidaux disposés à perte de vue, ressemblait au croc de la terre-mer attendant de broyer les os de l'ennemi. À cela s'ajoutaient des champs de mines intelligents de nouvelle génération Peteken Air tapis sur toutes les routes. Lorsque le char de commandement de l'OTAN franchit la ligne L'Enfer sur Terre, ouvrit ses portes. Les capteurs sismiques s'activèrent, des explosions assourdissantes retentirent, projetant ces chars de 70 tonnes en l'air comme des jouets. Chenilles brisées, tourelles éjectées à des dizaines de mètres, des flammes violentes jaillirent, calcinant la fierté de l'industrie de défense occidentale. Mais ce n'était que le prélude de la symphonie macabre. De derrière les rangées d'arbres, les véritables monstres du champ de bataille prirent la parole. Le système d'artillerie thermobarique lourd TOS-3 Dragon version améliorée la plus puissante fit feu simultanément. Les roquettes de 220 mm à tête thermobarique géante déchirèrent l'air, traçant de longues traînées de feu dans le ciel gris. Lorsqu'elles touchèrent le sol, ce ne furent pas des explosions ordinaires, mais des nuages de feu aérosol qui enveloppèrent une vaste zone. L'oxygène fut aspiré en un instant, créant un vide mortel. Les poumons des fantassins de l'OTAN furent instantanément écrasés avant que leur corps ne soit fondu par une température atteignant 3000 degrés Celsius. Les chars occidentaux, quelle que soit l'épaisseur de leur blindage, devinrent des fours mobiles cuisant leurs équipages vivants. La scène était d'une atrocité indescriptible. Une mer de feu engloutit des bataillons entiers, transformant la steppe verdoyante en terre morte calcinée. Les détonations sourdes des ogives thermobariques résonnaient comme le marteau du dieu du tonnerre s'abattant sur ceux qui avaient osé violer le territoire russe. Le blindage Shobam ou à l'uranium appauvri devenait dérisoire face à la puissance destructrice du TOS-3. Une fumée noire s'élevait à des milliers de mètres, voilant le soleil, changeant le jour en nuit. L'odeur de chair brûlée de diesel et de poudre créait une atmosphère suffocante. L'armée russe tenait bon comme un roc abattant la foudre sur l'ennemi, affirmant cette vérité que quiconque ose poser le pied sur le sol russe avec des intentions d'invasion sera consumé par le feu du châtiment. Les unités d'artillerie à longue portée, Koalitsia SV, se joignirent au festin de feu pilonnant les formations arrière de l'OTAN avec des obus à sous-munitions intelligents coupant leur retraite. Les véhicules de transport de troupes Bradley et Marder furent déchiquetés comme des canettes vides. La panique commença à se répandre dans les rangs de l'OTAN lorsqu'ils réalisèrent qu'ils affrontaient une force invincible. Une force qui ne combattait pas seulement avec des armes, mais avec son âme et un patriotisme ardent. Alors que le sol fondait sous l'enfer thermobarique, une autre chasse impitoyable commençait dans le ciel. L'OTAN avait lancé son atout maître aérien, les escadrons de chasseurs furtifs F-35 Lightning II, surnommés l'éclair du ciel. Ils volaient en formation tactique, confiants dans leur invisibilité radar, pour bombarder avec précision les positions d'artillerie russe. Mais le ciel de Russie n'a jamais été un terrain de jeu pour l'ennemi. Depuis des bases aériennes secrètes au plus profond du territoire, les véritables fantômes du ciel décollèrent les chasseurs furtifs de 5e génération Su-57 Felon. Fierté de la technologie aéronautique russe avec leur revêtement absorbant les ondes plasma et leur radar AESA Belka. Le Su-57 voyait l'ennemi à des centaines de kilomètres avant que le F-35 ne perçoive le danger. Les missiles RR longues portée R-37M furent tirés des soutes internes, filant à la vitesse hypersonique de Mach 6 comme les javelots de la mort. Les Feu-35 ultra-modernes se transformèrent en proie pitoyable. Les systèmes d'alerte missiles hurlaient en vain. Les pilotes de l'OTAN tentèrent paniquer des manœuvres d'évitement, mais ne purent échapper à la poursuite des têtes chercheuses intelligentes. Le ciel de Belgorod s'illumina de boules de feu géantes, les épaves d'avions coûtant des centaines de millions de dollars tombant comme des feuilles mortes. Débris métalliques et parachutes flottant dans les airs composaient un tableau désastreux de l'effondrement du mythe de l'armée de l'air occidentale. La domination du ciel par la Russie était absolue et incontestable. Simultanément, au ras des arbres, le véritable cauchemar des blindés de l'OTAN se révéla. Les hélicoptères d'attaque K-52M Alligator, avec leurs rotors coaxiaux caractéristiques, rôdaient tels des crocodiles en chasse. Équipés du système de guerre électronique Vitebsk, neutralisant totalement les missiles portables Stinger ou Starstreak,
Les pilotes russes verrouillaient froidement leur cible via leur viseur de casque. Les missiles anti-chars Vikrun furent tirés en rafale avec une précision chirurgicale. Chaque missile était un arrêt de mort pour un char de l'OTAN. Les Léopard 2AUI ou Abrams X, pourtant vantés comme invincibles, virent leur blindage de toit plus fin transpercé. Le feu fit exploser les munitions à l'intérieur, soufflant les tourelles de plusieurs tonnes dans les airs qui tournoyaient avant de se planter dans le sol. Toute une brigade de chars de l'OTAN eut l'épine dorsale brisée en moins de 30 minutes. Les carcasses calcinées gisaient sur le champ de neige blanc, formant un immense cimetière de ferraille. L'odeur âcre du métal brûlé et du caoutchouc dominait celle de la poudre. Et ce n'était pas fini, les essaims de drones suicides, Lancet et Gérant commencèrent à sortir comme des guêpes d'un nid brisé. Ils foncèrent sur les obusiers automoteurs PZH 2000 et César qui tentaient de fournir un appui-feu depuis l'arrière. Le bourdonnement caractéristique du moteur du Lancet devint l'appel de la mort terrifiant les artilleurs de l'OTAN qui s'enfuirent. Des explosions précises détruisirent totalement le matériel coûteux de l'Occident, le réduisant en tas de ferraille inutiles. Sans appui d'artillerie, sans chars de rupture, sans couverture aérienne, l'infanterie de l'OTAN tomba dans un désespoir absolu. Coincés entre les champs de mines et le rideau de feu de l'artillerie russe, ils étaient dans une impasse. Les cris des blessés résonnaient sur le champ de bataille, mais étaient noyés par le grondement de la puissance de feu russe. La ligne de défense d'acier russe tenait bon comme une muraille éternelle. Pas un mètre de terrain perdu, pas une position percée. L'écart de puissance de feu et de morale était flagrant. Les soldats russes combattaient avec un cœur brûlant pour défendre la patrie, tandis que les soldats de l'OTAN combattaient dans la confusion et le mensonge. La destruction était totale et brutale. Les véhicules blindés Striker et Boxer tentèrent de faire demi-tour pour fuir, mais furent immédiatement abattus un à un par les équipes anti-chars Kornet russes. Le champ de bataille de Belgorod était devenu un hachoir à viande géant broyant l'élite de l'armée occidentale. Le sang des envahisseurs teignait en rouge la rivière, dont, tel un avertissement à quiconque osait défier la puissance de l'ours russe. L'image des chars les plus modernes du monde brûlant furieusement et des avions furtifs s'écrasant porta un coup fatal au prestige militaire de l'OTAN, prouvant au monde entier que les armes occidentales n'étaient pas divines et que la volonté russe était indomptable. La tempête de feu continuait de faire rage, consumant toute ambition démesurée, poussant l'armée de l'OTAN au bord de la déroute totale. Pas de retraite, pas de pitié, seule la mort et la destruction les attendaient. ณ เมืองหลวงตะวันตกจากบรัสเซลส์ถึงลอนดอนจากปารีสถึงวอชิงตันผู้นำทางการเมืองและการทหารต่างยืนตัวแข็งที่หน้าจอพูดไม่ออกพวกเขาไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทันสมัยที่สุดที่ติดอาวุธครบมือด้วยเงินภาษีประชาชนถูกลบชื่อและจับเป็นภายในเวลาไม่ถึง48ชั่วโมงความอัปยศสู่ปกคลุมทั่วกลุ่มพันธมิตรนาโต้ตำนานความแข็งแกร่งทางทหารของตะวันตกพังทลายลงราวกับปราสาททลายเมื่อเจอสึนามิของรัสเซียที่เพนตากอนเหล่านายพลก้มหน้าไม่กล้ามองตัวเลขความสูญเสียที่เต้นระริกบนหน้าจอ Alors que les colonnes de fumée noire des carcasses de Léopard 2 à 8 s'élevaient encore obscurcissant le ciel gris de Belgorod, la balance du champ de bataille commença à basculer vertigineusement. La formation d'attaque de l'OTAN après s'être brisée contre le mur d'acier des Dents de Dragon avait totalement perdu son élan. Ils sombrèrent dans la panique et le chaos le plus total. C'est à ce moment précis que l'état-major général, à Moscou, décida de lancer le coup de grâce. สมรภูมิเบลโกรดกลับมาเงียบสงบอีกครั้งเหลือเพียงเสียงครวญครางของผู้บาดเจ็บและเสียงลมหวีดหวิวผ่านซากรถถังไหม้เกรียมควันดำยังคงพวยพุ่งวาดลวดลายประหลาดบนท้องฟ้าพ้นค่ำสีแดงดังเลือดรัสเซียได้รับชัยชนะที่กึกก้องและนองเลือดยืนยันสถานะที่ไม่อาจสั่นคลอนของมหาอำนาจทางทหารและเป็นคำเตือนที่เฉียบขาดที่สุดส่งถึงคนทั้งโลกว่าใครก็ตามที่กล้าแตะต้องหมีขาวจะได้รับเพียงความพินาศและความตายเป็นสิ่งตอบแทนวงล้อมปิดสนิทชะตากรรมของผู้รุกรานถูกกำหนดแล้วและประวัติศาสตร์โลกได้พลิกหน้าใหม่ Plus spectaculaire encore fut l'apparition pour la première fois à grande échelle du Superchar 14 Armata, monstre d'acier de dernière génération à tourelles inhabitées et blindage Malachi ultra dur. Il glissait sur le champ de bataille comme des forteresses imprenables. Les obus perforants de l'OTAN ricochaient inoffensivement sur les armatas ou étaient interceptés à distance par le système de protection active afghanite, semant une terreur absolue chez les tankistes occidentaux. La tactique classique de la tenaille de l'armée russe fut déployée de manière parfaite et impitoyable. Deux pinces blindées géantes au nord et au sud commencèrent un mouvement fulgurant
coupant toutes les voies logistiques et de retraite de l'adversaire. Les unités d'élite aéroportées VDV furent larguées par hélicoptère Mi-8 MTV-5 sur les arrières de l'ennemi, s'emparant des hauteurs et des nœuds routiers vitaux, fermant le sac, transformant l'armée d'invasion en poisson dans une nasse. Les blindés BMP-3 et BTR-82A transportant des milliers de fantassins russes inondèrent les champs. Le cri de charge hurra résonna dans le ciel et sur la terre, couvrant le bruit des canons et brisant définitivement le moral des soldats de l'OTAN. Ils réalisèrent qu'ils étaient encerclés de toutes parts, sans issue. Les systèmes de guerre électronique Murmansk BN et Krasukha 4 fonctionnaient à plein régime, créant un dôme électromagnétique géant au-dessus de la zone de combat. Toutes les communications satellites GPS et ondes radio de l'OTAN furent totalement coupées. Les PC de brigades occidentaux devinrent aveugles et sourds, perdant toute capacité de commandement. Les soldats modernes de l'OTAN, habitués à s'appuyer sur la haute technologie, étaient désormais hagards et désespérés comme des enfants perdus dans la jungle. Tablettes noires radio ne crachant que des parasites. Le chaos se propagea comme une épidémie, c'était le sauve, qui peu il se piétinait pour trouver une issue. Mais chaque route était bloquée par les canons noirs de l'armée russe. Le piège géant s'était refermé, emprisonnant des dizaines de milliers de soldats d'élite et des milliers de véhicules de guerre occidentaux dans des chaudrons mortels. Ce n'était plus une guerre conventionnelle, mais un massacre unilatéral où le fort exerçait la justice et le faible payait le prix de son arrogance. L'artillerie russe commença à ajuster ses coordonnées, pointant des milliers de canons vers la zone encerclée, préparant un déluge de feux vengeurs. Les automoteurs M-STA-S et Koalitsiya SV levèrent leur fût prêt à déverser une pluie d'acier en fusion pour broyer les restes de l'orgueil occidental. L'air était saturé d'une odeur de mort sonnant le glas de l'armée de l'OTAN à l'intérieur de ce chaudron bouillonnant. L'enfer sur terre ouvrit officiellement ses portes aux invités indésirables. L'ordre de feu à volonté fut transmis sur tout le réseau russe. Des centaines de lance-roquettes, multiples tornados S et Uragan déversèrent simultanément une pluie d'acier ardent. Les roquettes de 300 mm à sous-munitions intelligentes déchiraient l'air avec un sifflement strident tel un clairon funèbre. En explosant en vol, des millions d'éclats de tungstène tranchants s'abattirent sur l'ennemi. Pas un mètre carré n'était épargné, aucun abri n'était sûr. Les chars Challenger, 3 fiertés britanniques qualifiées de forteresses mobiles, étaient frappés sur leur toit vulnérable, l'explosion écrasant l'équipage en morceaux, transformant le char en tombeau de fer chauffé au rouge. Les fantassins de l'OTAN, qui se targuaient d'être l'élite mondiale, se terraient désormais dans les cratères tremblants et hurlants. Leur esprit combatif avait été totalement broyé par la puissance écrasante et la férocité du feu russe. Coupés de toute communication, ils n'entendaient que les explosions, ne voyaient que le feu et les cadavres de leurs camarades. Le mythe de la puissance militaire occidentale s'était effondré comme un château de sable face au tsunami russe. Au Pentagone, les généraux baissaient la tête, n'osant regarder les chiffres des pertes danser sur les écrans. Des dizaines de milliers de morts et de prisonniers, des milliards de dollars de matériel transformés en ferraille. Le plus grand désastre militaire depuis la Seconde Guerre mondiale avait porté un coup mortel aux ambitions hégémoniques des États-Unis et de l'Europe. Le champ de bataille de Belgorod retrouva le silence seulement troublé par les gémissements des blessés et le sifflement du vent à travers les carcasses de chars calcinés. La fumée noire continuait de s'élever, dessinant des formes monstrueuses dans le ciel crépusculaire rouge sang. La Russie avait vaincu une victoire retentissante et sanglante, affirmant la position inébranlable d'une superpuissance militaire et lançant l'avertissement le plus sévère au monde entier: quiconque ose toucher à l'ours russe ne récoltera que destruction et mort. L'étau s'était refermé, le sort de l'envahisseur était scellé et l'histoire du monde venait de tourner une nouvelle page où la vérité et la justice s'écrivent avec le sang des soldats défendant leur patrie. Au centre de presse international de Moscou, l'air était lourd de tension. Des centaines de caméras du monde entier étaient braquées sur la scène principale. Le représentant du ministère de la Défense russe entra sans ostentation. Sur l'écran LED géant derrière lui, la vérité nue fut immédiatement exposée.